Nos invités, mes invités, se présenteront à vous tout à l'heure, mais je vais vous donner quelques informations et quelques actualités sur être prof, et notamment celle dédiée au lycée professionnel. Pour une fois qu'on a une soirée dédiée au lycée professionnel, on va en profiter. Alors, j'ai 6 mini parcours à vous proposer dédiés au lycée professionnel. 3 sur le climat scolaire positif, la réduction du bruit en classe, mieux connaître ses élèves, établir un contrat pédagogique clair avec ses élèves. Donc ça, c'est un 3 mini parcours qu'on appelle voie d'avenir chez Être prof, et 3 autres mini parcours autour des compétences psychosociales, la confiance en soi, l'autonomie et le travail en équipe. Donc Julia, je pense, va vous mettre les liens. Allez fouiller, mettez ça de côté. Alors peut-être pas pour les prochaines vacances parce que je vais vous les souhaiter pas du tout studieuse, décrochée. Et quoi vous dire d'autre? Eh bien non, peut-être demander à mes 3 invités, Aline, Alexandra et Marine, de se présenter. Marine, est-ce que tu veux bien commencer de te présenter à nous? Oui, oui, oui. Bonsoir à tous, puis merci pour ton accueil, Nathalie. Donc moi, je suis Marine Chabal, je suis enseignante en prévention santé environnement, en CAP et en bac pro, en lycée pro du coup depuis 11 ans, et puis aussi également sur le chef-d'œuvre depuis que ça a démarré, en CAP et en bac, avec du coup 3 chefs-d'œuvre. Donc voilà, ça fait déjà pas Un mal. petit recul, ouais, une petite Voilà. expérience que tu viens partager avec nous ce soir. Merci en tout cas, Alexandra. Avant de te présenter, eh bien, je vais demander à tous ceux et celles qui sont là de se présenter à nous, de nous dire où vous êtes et est-ce que vous attendez de ce live surtout. Allez Alexandra, dis-nous. Donc bonjour à tous et merci de l'accueil. Moi je suis professeure d'anglais lettres donc en lycée professionnel, et j'ai eu l'occasion d'observer des chefs-d'œuvre avec ma tutrice, et également d'en parler avec d'autres collègues qui ont eu à charge de faire des chefs-d'œuvre. Donc je vais essayer aussi de mon côté de répondre aux questions que vous pouvez vous poser à ce sujet. Et en tout cas, partager l'expérience, puisque Marine l'a dit, hein, c'est quand même quelque chose qui a démarré donc il y a 3 ans. Donc c'est tout jeune. Aline? Alors moi, je suis professeure de lettres-histoire et également formatrice. Donc j'ai un regard en tant qu'enseignante et également donc dans le suivi des M2 que j'accompagne à l'INSPE, puisqu'effectivement, ils me partagent leurs expériences dans leur établissement et ils me font un retour aussi de toutes leurs questions, leurs difficultés, leurs inquiétudes. Donc ça permet effectivement de brasser plusieurs pistes partagées avec mes collègues, mais aussi avec les jeunes enseignants. Et du coup, bien vous préciser à tous ceux et celles qui sont là dans le chat de poser toutes vos questions. Aline, tout à l'heure, me disait avec beaucoup de bienveillance qu'il n'y avait aucune question à ne pas poser. Donc, posez toutes vos questions. Demandez, profitez de cette heure pour partager aussi vos expériences du chef-d'œuvre et poser toutes vos questions à nos invités. Alors, il nous a paru intéressant de commencer par finalement essayer de donner une définition, une présentation, une mise en contexte de ce chef-d'œuvre. Et qui veut bien se coller à essayer de nous dire ce que c'est que cet ovni qui est arrivé il y a 3 ans en lycée professionnel, qu'est le chef-d'œuvre? Qui aurait envie de se lancer? Marine, Aline, Alexandra? Je veux bien me lancer parce que Allez. la question de co-intervention, il faut bien savoir que c'est 2 choses totalement différentes. La co-intervention suppose l'alliance entre la matière professionnelle et français ou maintenant anglais, alors que le chef-d'œuvre, c'est vraiment une réalisation professionnelle de l'élève qui va s'inscrire dans son parcours et qui va être en fait présenté à un jury en fin d'année, qui parfois peut même prendre 3 ans à être mis en place selon les filières en fait. Alors que la co-intervention, c'est vraiment au cours de l'année qui va allier par exemple un professeur d'histoire et un professeur de technique professionnelle. Merci pour ces premières indications. Aline ou Marine, vous voulez ajouter quelque chose à la mise en contexte de ce qu'est le chef-d'œuvre? Tu veux y aller, Annie? Moi, j'ajouterais qu'en fait, en lycée professionnel, la pédagogie de projet, c'est un concept qui existe depuis longtemps.
mais c'était souvent à l'initiative de l'enseignant et c'était souvent limité à des disciplines assez restreintes. Donc, c'était un enseignant, voire 2 enseignants qui pratiquaient donc ce projet. Là, on est dans une autre démarche parce que l'esprit, c'est que ça vient des élèves. Alors effectivement, on y reviendra probablement, mais l'idée, c'est effectivement que le point de départ, c'est l'élève et c'est également quelque chose qui est institutionnalisé. Donc, il y a plusieurs enseignants qui interviennent. Il y a effectivement des enseignants qui ont dans leur emploi du temps les heures chef-d'œuvre, mais après, les autres enseignants, au gré de leurs compétences, de leur centre d'intérêt, peuvent effectivement intervenir dans ce projet de manière ponctuelle ou de manière filée, effectivement, en fonction de ce que les élèves ont besoin dans telle et telle matière. Et ce qui est important aussi, c'est qu'ici, on n'est pas sur une démarche uniquement de connaissances, mais surtout un développement de compétences. Je pense que c'est vraiment important à comprendre, c'est que le chef-d'œuvre, ça permet de donner du sens aux enseignements et que l'élève, effectivement, développe des compétences qui seront du coup transposables dans sa vie professionnelle. Et puis c'est vrai qu'on est vraiment dans une démarche de projet où l'élève va être acteur et où il va devoir vraiment travailler en équipe ou tout seul. Ça va dépendre aussi de ce que les enseignants vont faire avec eux dans le chef-d'œuvre. Et c'est vrai qu'on a toujours fait des projets en lycée professionnel. Sauf qu'à la différence, dans le chef-d'œuvre, c'est vraiment où on va aussi, en tant qu'enseignant et équipe enseignante, formaliser des choses. Par exemple, sur le chef-d'œuvre, on va demander une démarche qui est concrète, qui va être, on va évaluer la démarche et la réalisation. Et donc, c'est vrai qu'on n'est pas seulement que dans la réalisation, mais on est aussi sur 2 années, sur toute la démarche que les élèves vont mettre en œuvre. Et ça va être à eux de mettre en œuvre des choses. Et pour ça, voilà, il va falloir mettre en place des choses pour qu'ils puissent être créatifs, essayer de réfléchir en équipe, de travailler en équipe, ou de travailler individuellement. C'est vrai que ça va dépendre des enseignants. Mais voilà, c'est vraiment, on est vraiment sur la démarche à la fois de méthodologie de projet et ensuite sur la réalisation. Et ça va être les deux qui vont être importantes. Et juste pour rebondir sur la question que je vois dans le chat, c'est un par élève pour le chef-d'œuvre. C'est vraiment J'allais poser la question. Merci Alexandra. Tu fais tout, mais non, je t'en prie. Et c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre par élève, mais ça peut être un chef-d'œuvre aussi de classe, mais en fait où chaque élève, en fait, parce que l'élève va devoir se positionner au final sur ce qu'il a fait pendant le chef-d'œuvre. Et au final, c'est en ça qu'il va être individuel, c'est que lors de l'oral, c'est pas en groupe qu'ils vont être, c'est tout seul, c'est individuellement où ils vont devoir se positionner sur qu'est-ce qu'ils ont fait durant ce chef-d'œuvre, comment ils ont agi, etc. Mais par contre, ça peut très bien être un chef-d'œuvre de classe avec chacun des missions différentes ou d'autres choses. Enfin, on pourra échanger plus longuement tout à l'heure sur les dispositions du chef-d'œuvre, justement. Oui, tout à fait. Et ça fait la bonne transition sur cette première question. C'est finalement comment on fait en sorte que le chef-d'œuvre, ça soit bien une proposition des élèves et non de l'enseignant, alors que ça soit un chef-d'œuvre de classe ou un chef-d'œuvre individuel. Aline, est-ce que tu veux commencer à répondre à cette question? Alors, de mon expérience, en fait, avec le collègue en co-intervention, on a effectivement travaillé sur nos 2 disciplines et au fur et à mesure qu'on avançait, on se rendait compte des centres d'intérêt des élèves et le projet est né comme ça progressivement. C'est-à-dire qu'effectivement, le collègue donc de gestion administration abordait sa valence, moi j'abordais la mienne et au fur et à mesure, les élèves voyaient la complémentarité de nos enseignements et se sont dit ce serait bien qu'on ait ça à faire. Donc effectivement, pour prendre l'exemple concret, en gestion administration, ils ont de la gestion de projet. Donc les élèves disent ça serait bien qu'on fasse un projet, etc. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et on développait aussi ensemble à ce moment-là l'expression orale. On travaillait beaucoup sur l'oral. Donc c'est là où effectivement est venue l'idée pour les élèves d'organiser une manifestation dans l'établissement et où ils auraient à prendre la parole et où du coup ils auraient tout cet échéancier de rétroplanning, etc. à mettre en œuvre. Donc le point de départ était celui-là. Et après, effectivement, les élèves s'en emparent et puis les choses évoluent progressivement. Donc ça, c'est effectivement
un des projets dans lequel j'ai participé. Après, dans les autres cas et par rapport aux étudiants que je peux avoir en master 2, parfois, c'est effectivement des pistes qui sont proposées et puis sous un principe de vote un petit peu, c'est dans certains procès. Parce que effectivement, c'est un peu difficile quand on demande aux élèves comme ça à 3, qu'est-ce que vous aimeriez faire comme chef-d'œuvre ou comme projet? Bon, ouf, hein, voilà, ils voient pas bien ou alors après les choses peuvent se disperser. Donc, dans certains établissements, il y a quelques pistes qui sont proposées en fonction effectivement bien sûr des disciplines et des filières, mais aussi en fonction des centres d'intérêt des enseignants, c'est vrai. Et puis après, bah, les élèves se l'approprient, disent oui, ça, nous, on aimerait bien, etc. Et puis, comme la collègue le disait, bah, après, effectivement, ils abordent les choses sous des angles différents, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un travail de coopération et de collaboration où chacun agit à un moment donné, hein, ils sont un maillon de la chaîne, mais même si le projet est collectif au final, ils peuvent aussi intervenir de manière différente. Et ce qui est important de comprendre, c'est que justement, par rapport à ça, je reviens sur l'idée de compétences, c'est que les élèves vont justement développer des compétences différentes, puisqu'ils voilà, ils sont tous différents au départ. Certains vont être à l'aise à l'oral, hein, si je m'appuie sur cette idée-là. Certains vont être à l'aise à l'oral. Donc, bon, c'est une compétence qu'ils vont confirmer. D'autres, en revanche, ne le sont pas du tout. Et là, c'est effectivement, le travail va être approfondi sur cet axe-là. Dans ce que tu dis, je vois quand même apparaître quelque chose. Tu as parlé au tout début d'essayer de faire remonter les besoins des élèves en fait et les envies des élèves. Et ça se fait pas n'importe comment. Et du coup, est-ce que vous avez eu une formation, vous, en tant qu'enseignant, sur la manière de faire émerger un projet? Parce que c'est une vraie compétence, du coup, hein, pour un facilitateur ou un accompagnateur, faire émerger une problématique, faire émerger un projet. C'est un vrai boulot. Marine, tu veux répondre à cette question? Peut-être un peu piège. Enfin, elle se veut pas piège, hein, mais c'est, je trouve en tout cas une piste intéressante à tester. Bah, moi, c'est vrai que en fait, dans mes expériences à la fois de chef-d'œuvre et de projet, en fait, il y a 2 cas de figure. Il y a soit en effet où on veut essayer de faire exprimer des envies et là, bon, bah, il y a plein d'outils comme le brainstorming ou par exemple la méthode où en fait on les met par petits groupes. Par exemple, on les met par 6, ils peuvent écrire sur une feuille plein d'idées et puis après la feuille passe à un autre groupe et puis là, ils peuvent rajouter des idées et puis la feuille passe à un autre groupe et ils peuvent rajouter d'autres idées. Donc ça peut être hyper riche parce que c'est un peu dans l'intelligence collective. Ça permet du coup de pouvoir affiner leurs idées. Et puis après, des fois, il y a aussi des classes où les idées ne sont pas là. Où du coup, par exemple, moi en CAP, pour certains élèves, c'était un petit peu compliqué d'exprimer certaines envies, idées ou pas forcément d'idées parfois. Donc c'est vrai que par exemple, nous, dans les équipes de chef-d'œuvre, on a plutôt mis en place un thème général. Et à partir de ce thème-là, bah, on a dit, voilà, nous, on a pensé par exemple au développement durable. On leur explique un petit peu ce que c'est que le développement durable. Enfin, voilà, on travaille avec eux sur ça. Et puis après, bah, là, on part avec eux sur pareil, trouver des idées, qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qu'ils verraient dans ce projet-là. Et là, après, on arrive à avoir plein d'idées. Par exemple, sur le projet chef-d'œuvre en développement durable, bah, là, on a eu des élèves. Ah, bah, moi, je ferais bien un reportage dans une entreprise sur comment ils mettent en place les éco-gestes, enfin, les produits éco-responsables, etc. D'accord, donc on voit bien que là, la liberté appartient aux établissements. Et alors, elle appartient à qui, la mise en œuvre du chef-d'œuvre? Alors ça, c'est une vraie question naïve de ma part. Si je peux... Alexandra? Oui. Oui, ce sont les élèves. Parce que si je prends l'exemple des CAP coiffure, des bacs pro coiffure que j'ai pu suivre cette année, en fait, ils présentent vraiment leur réalisation à un jury. C'est-à-dire qu'ils doivent concrétiser la coiffure qu'ils ont fait d'abord par dessin pour le faire ensuite sur des modèles enfin, voilà, qui se sont portés volontaires et qui doivent le lier à un projet réel. Donc, par exemple, là, ils ont lié ça avec les comédies musicales en anglais parce que ça allie l'anglais et la coiffure, par exemple.
Donc, ils rentrent par ça avec leur intérêt pour la musique, par exemple. Mmh. C'est là aussi qu'ils peuvent créer quelque chose qui leur parle. Merci pour ces précisions. On passe à la question 2 ou l'une ou l'autre a besoin de rajouter quelque chose, Aline? Moi, j'ajouterais juste en fait que Oui. dans les expériences que j'ai pu observer, il était arrivé de demander aux élèves par rapport à la filière choisie, Mmh. quel était pour eux le projet ultime, c'est-à-dire qu'à l'issue de ce parcours de 3 ans ou de 2 ans, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Voilà, hein, Mmh. voilà, c'est-à-dire qu'à l'issue de tes 3 années, quelle que soit la filière, tu imagines être capable de faire quoi? Et parfois, il y a des élèves qui me disent: «C'est un projet, pharaonique, jamais je serais capable de ça». Et si, justement, pourquoi Mmh. pas, ce projet-là, toi seul non, mais tous ensemble, on peut effectivement réussir. C'est l'idée aussi, hein, de créer une cohésion de classe. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que, voilà, ton rêve ultime, ce serait de réussir à réaliser ou d'organiser, une manifestation quelle qu'elle soit. Et tous ensemble, on va unir nos compétences, unir nos forces et prendre le temps et de travailler effectivement sur cette organisation pour y aboutir. Et ça, c'est valable du coup dans quelle que soit la filière. Parce que, Mmh. alors après, la difficulté pour dire le point un peu négatif des choses, c'est quand on a parfois des élèves qui sont orientés par défaut. Donc là, effectivement, Et parfois, ils se oui. disent, voilà, moi, mon projet, c'était pas ça. Mais Mmh. néanmoins, ça permet malgré tout d'être sur une cohésion d'équipe. Même si leur projet n'était pas cette filière-là au départ, ils sont embarqués par le projet, par la stimulation du groupe et finalement, pour certains, c'était pas leur premier choix et finalement ça le devient parce Mmh. qu'ils voient un centre d'intérêt également. Et puis c'est concret. Je pense que l'importance aussi du chef-d'œuvre, Oui. c'est qu'à la différence des enseignements qu'on peut avoir, qui peuvent sembler hors sol au niveau des élèves, là pour le coup, on fait pour du vrai. Et c'est ça, Oui, ça donne du sens. ça donne du Il y a sens, tout à fait. je vois, il y a plusieurs questions sur le temps, en fait, le temps ou le fait que ça soit une véritable usine à gaz. Est-ce qu'il y a un temps dédié au chef-d'œuvre ou comment que c'est quoi le volume horaire dédié au chef-d'œuvre? Marine? En fait, en CAP, en bac pro, par exemple, en bac pro, on a 2 heures, par semaine. Mmh. Après, ça peut être, organisé, en fait, selon les établissements, en fait, il y a aussi des organisations par établissement aussi. Donc, Mmh. D'accord. c'est vrai qu'on a 2 heures, mais on peut aussi imaginer, il y en a qui vont peut-être faire, des après-midi, il y en a qui vont peut-être banaliser, le 1er semestre et faire que le Mmh. 2e semestre. Enfin, en fait, il y a aussi des établissements qui vont avoir des pratiques différentes aussi. Oui, donc il y a une liberté, de gestion, par rapport à ça. Mmh. Et du coup, ça me permet peut-être d'arriver sur la question 2, c'est, comment on gère le temps pour préparer le chef-d'œuvre? Parce que si j'ai bien compris, ça s'étale sur 3 ans? 2 ans normalement. Sur 2 ans. OK, d'accord. Donc comment on gère, ces 2 années? Donc du coup, il y a un changement de classe, peut-être un changement d'enseignant? Com et c'est moi, j'ai en tout cas, de façon très naïve, j'ai plein de questions. Voilà, comment se gère le temps sur, le chef-d'œuvre? Aline, est-ce que tu voudrais commencer? Là-dessus, je pense qu'il est important que l'enseignant du chef-d'œuvre de première reste l'enseignant de chef-d'œuvre Mmh. de terminale. Parce que c'est quand même, le projet d'un enseignant, d'une équipe et lorsqu'on change effectivement, de partenaire en cours de route, ça Mmh. déstabilise les élèves de toute façon. Et alors c'est difficile pour les collègues déjà de s'approprier Mmh. le chef-d'œuvre commencé par un autre et puis pour les élèves, ça les déstabilise aussi parce que quelque part, il y a une organisation. Mmh. Voilà, au niveau de l'organisation, tu expliquais, il y a un rétro-planning, c'est-à-dire que le chef-d'œuvre, de toute Mmh. façon, de manière, concrète, il doit être terminé pour, l'évaluation. Donc, il faut qu'à cette date butoir, ça soit terminé. Donc, on remonte effectivement le temps avec les différentes étapes et les temps forts, où on va faire des points d'étape, hein, des bilans. Effectivement, on en est où? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on rectifie, la donne? Mais, il est effectivement, primordial que ça reste, à mon sens, la même équipe, sur les 2 années, notamment dans j'allais dire, le professeur meneur du chef-d'œuvre. Parce Mmh. qu'après les autres peuvent intervenir de manière ponctuelle.
Mais c'est vrai qu'Aline, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que, bah, par expérience, bah, moi, j'ai vécu justement le fait, d'avoir, donc des professeurs en première et donc d'autres professeurs en terminale et c'est vrai que, bah, nous, on a beaucoup réfléchi, du coup, en équipe parce que, bah, c'est pas évident, en effet, quand on arrive, par exemple, en terminale avec un projet qui a été fait de telle manière et donc si jamais c'est le cas, c'est très important, du coup, d'avoir un basculement de ces projets-là en terminale avec une communication entre l'équipe de première et l'équipe de terminale. Et nous, par exemple, on soulevait le fait, par exemple, en fin d'année de première, il y a des oraux, on soulevait le fait que, par exemple, les professeurs de terminale pouvaient être là durant les oraux de première pour bien percevoir le projet et éventuellement avoir des points où on pouvait être là aussi en première un petit peu 1 à 2 fois pour voir un peu qu'est-ce qui s'était déroulé durant l'année. Et c'est vrai que, bah, quand on peut pas faire ça, faut s'adapter mais il y a, des solutions qui peuvent être trouvées comme justement peut-être être là sur ces oraux ou alors, avoir une communication sur des fiches navettes, par exemple, où les enseignants peuvent, ouais, je te laisse. Non, mais c'est qu'on compte beaucoup aussi sur les élèves, mine de rien. Ils ont pas mal de ressources. Ils ont une fiche suivi qui commence dès le début de leur année et qui doivent garder tout le long. Et c'est vrai que on les voit les perdre, surtout sur des feuilles volantes. Donc, on utilise pas mal les ressources numériques. Il y a un carnet de bord qui est créé sur le NT et c'est aussi ce qui permet d'avoir quand même une trace sur laquelle on peut se reposer. Parce que bon, entre les 2 années, l'élève, il évolue, son projet évolue et forcément, c'est amené à changer. Donc pour pas perdre le fil, c'est vrai que ce carnet de bord est primordial. Mmh. Et c'est vrai que d'ailleurs sur ce carnet de bord, moi par exemple, je fais, des rituels par exemple, c'est-à-dire qu'à chaque séance, 15 minutes avant la fin, les jeunes doivent remplir individuellement, et se poser un petit peu sur, différentes choses pour vraiment formaliser ce qu'ils ont pu faire durant la séance. Parce que comme je leur dis, au mois de mars, au mois d'avril, prochain, bah, ils se rappelleront pas forcément de ce qu'ils ont fait dans la séance. Et donc ça, c'est très important, parce que parfois alors, chaque enseignant aura cette liberté, je pense, enfin moi j'avais des collègues qui avaient fait des drives et chaque jeune remplissait dans le drive ou, il y a des collègues qui avaient fait donc des carnets de bord avec vraiment, bah, du coup des petites questions qui vont pouvoir les guider, pour, pouvoir, vraiment se poser et savoir, bah, qu'est-ce qu'ils ont pu faire, qu'est-ce que enfin, par exemple sur un échéancier, enfin, il y a plein d'outils qui peuvent être mis dans ce cahier de bord. Après, c'est à réfléchir en équipe aussi et puis avec les jeunes parce que les jeunes aussi peuvent avoir des idées aussi. Ce que j'entends là, c'est que finalement, cette méthodologie, c'est histoire de garder trace du cheminement et d'en faire, de le valoriser et de valoriser bah, les essais, les hypothèses, les erreurs et de garder trace du cheminement. C'est rare en fait hein, qu'on fasse ça. Et puis complètement sur les erreurs même. Parce qu'en fait, moi, par exemple, je pense à un groupe d'élèves, ils étaient partis sur un projet, en fait, donc ils voulaient faire une campagne de flyers comment dire? Dans leur commune sur un producteur local et en fait, ils se sont aperçus que, bah, ils auraient pas assez de matière pour, toute l'année et donc là, ils sont venus nous voir et là, ils nous ont dit: «Bah, qu'est-ce qu'on fait madame?» et là, je dis: «Ben, qu'est-ce que tu en penses?» «Bah, notre chef est pas suffisant». Je dis: «Ben, voilà, donc qu'est-ce que tu pourrais faire?» et du coup, c'est vrai que c'est aussi à nous, en tant qu'enseignants, de les accompagner et de leur dire: «Mais vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit aussi, de vous tromper ou de» enfin, en tout cas, c'est important de leur dire que là, on est comme dans le cadre professionnel. On peut aussi, dans le cadre professionnel, avoir des erreurs ou des échéances qui sont, pas respectées ou des choses à rendre et qu'on n'a pas rendues. Enfin, voilà. Donc c'est aussi, C'est la confrontation au réel. c'est ça. Ouais. Mmh. Aline, tu veux ajouter quelque Oui, chose? ça, elle évoquait l'erreur. Donc justement, moi j'ai été jury l'an dernier sur une session de CAP et il y avait quelques élèves dont le chef-d'œuvre n'avait pas abouti, mais néanmoins l'évaluation finale n'était pas mauvaise parce que ils ont expliqué le cheminement, ils ont expliqué pourquoi ça n'a pas abouti et donc les erreurs qu'ils ont commises et du coup les expériences qu'ils en ont tirées. Et donc, de ce fait, même si au final, le projet n'aboutit pas en tant que tel, en termes de compétences, en termes de réflexion et donc
de connaissances acquises, elles sont identiques, peut-être même Mmh. plus, parce que j'allais dire, ça va peut-être encore plus leur servir de leçon, Mmh. que finalement un projet qui a été abouti, mais dans lequel ils se sont pas forcément impliqués, de manière intensive. Donc, là-dessus, je pense que c'est important aussi de dédramatiser, Mmh. la situation au niveau, aussi bien des collègues que des élèves, quoi. Parce que là, bon, là, en l'occurrence, les élèves arrivaient, je veux dire, un petit peu, voilà, en catimini en disant: «Oui, mais moi, mon projet, on n'a pas pu aller jusqu'au bout et cetera». Mais c'est pas grave, expliquez-nous le cheminement. Pourquoi, d'après vous, ça n'a pas abouti? Comment vous y êtes pris? À quel moment ça a dysfonctionné? Et j'allais dire, c'était passionnant parce qu'effectivement, il avait pris beaucoup de recul sur ses pratiques et c'était du coup très intéressant. Donc je pense que c'est important aussi de le préciser aux élèves, même s'il faut pas partir défaitiste en disant, «On n'y Mmh. arrivera pas». On va véritablement tout faire effectivement pour qu'on arrive au bout. Mais si jamais à un moment donné, bah, il y a un partenaire qui se dédie et cetera et cetera. Il y a tellement, bah, voilà, comme tu expliquais, hein, c'est la vie. Donc parfois, bah, Mmh. voilà, on a beau essayer de mettre tous les atouts de notre côté, on peut avoir effectivement des éléments qui nous coincent. Et aussi pour rebondir, juste pour, par rapport à un des commentaires que selon les filières, c'est quand même très difficile de trouver une idée de chef-d'œuvre. Évidemment, si on enfin, c'est vraiment pas évident, mais je pense que au niveau des idées, il y a vraiment un listing très complet sur education.gouv parce que ça peut être des choses auxquelles on pense vraiment pas du tout. Ça peut être la Mmh. réalisation d'un film, ça peut être une manifestation, un salon ou un spectacle, un décor, ça peut vraiment, on peut inscrire, pas mal de métiers dans ce chef-d'œuvre, mais c'est vrai qu'après c'est compliqué selon les filières d'amener les élèves à produire quelque chose de Mmh. Bah, j'imagine, en tout cas, je ne fais qu'imaginer, on est sur un processus créatif et le processus créatif, il nous emmène, en dehors de nos précarés et c'est peut-être un changement de culture. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'évoque en vous écoutant. J'ai vraiment l'impression d'une démarche, quand même assez novatrice et en termes de changement de culture, de Mmh. valoriser la démarche plutôt que le résultat. Vous avouerez que dans notre système scolaire, c'est peu présent. Mmh. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que j'entends et c'est ce que j'aurais envie de faire ressortir comme, valorisant. Après, je répète, hein, j'ai une vision très naïve puisque je ne suis pas sur le terrain, mais voilà ce que ça m'évoque en tout cas de vous Et écouter. d'ailleurs, ce que je rajouterais, c'est ce qui est très important aussi dans la démarche du chef-d'œuvre, c'est la première fois qu'on va aussi mettre en avant les compétences transversales, Mmh. les compétences psychosociales. Et c'est vrai que ça fait tellement longtemps que, Mmh. enfin, les compétences psychosociales, c'est des compétences, voilà, enfin, qu'on va utiliser dans notre quotidien, et au final, à l'école ou, enfin, au lycée pro, en tout cas, elles avaient leur place. On pouvait voir dans les référentiels, mais c'est pas quelque chose qu'on allait mettre en avant. Alors que là, dans le chef-d'œuvre, on va vraiment essayer de faire percevoir à l'élève, bon, tu as des compétences liées à ton métier que tu vas développer dans ce chef-d'œuvre, mais aussi, tu vas avoir des compétences que tu vas développer autres, telles que la créativité, telles que l'esprit d'équipe, enfin, telles que enfin, plein Mmh. d'autres choses. Et c'est à nous aussi, en tant qu'enseignants, au niveau du chef-d'œuvre, de leur permettre de visualiser aussi ça. Parce que bien Mmh. souvent, on fait plein de projets. Sauf que les élèves, on leur fait pas enfin, on va pas prendre du temps avec eux pour, enfin, leur permettre individuellement de se dire: «Bon, bah, à travers ce projet-là, qu'est-ce que j'ai développé? Mmh. Quels ont été mes points forts? Qu'est-ce que j'ai développé comme talent? Qu'est-ce que j'ai développé, bah, comme, voilà, comme compétences?» Et là, on prend le temps avec eux. Enfin, c'est aussi un temps, où on peut utiliser, des outils. Par exemple, sur les compétences transversales, il y a plein de choses qui existent, avec des cibles où l'élève peut se positionner et se dire: «Bah, là où j'en suis». Enfin, c'est aussi Mmh. à nous de pouvoir, les guider sur ça. Ça les aidera aussi sur leur, CV ou sur, leur Mmh. entretien ou Et Je veux bien apporter quand même le contrepoint de Philippe en commentaire. Je pense que c'est important et intéressant. Alexandra, c'est peut-être là-dessus que tu voulais, Oui, bah, c'est juste pour, rebondir par rapport à la transversalité et que les élèves voyaient pas forcément, le but de faire, ça, surtout quand ils ont pas choisi Mmh. cette voie-là. Il faut enfin, on est sur quelque chose de transversal et toujours dans la pédagogie de projet pour mettre, l'élève au cœur de son apprentissage.
Et le but, c'est aussi, je pense, de convaincre l'élève que même s'il n'est pas dans la voie qu'il a choisie, tout ce qu'il va pouvoir construire comme méthodologie, comme compétence, comme réflexion, il va pouvoir l'utiliser dans l'autre voie qu'il va au final choisir, où il va finalement aller. Donc c'est ça aussi qui est compliqué de leur apporter, c'est que de les convaincre que ce qu'ils vont construire va pouvoir être utilisé ailleurs. Mais Oui, oui. après, parfois, oh, excuse-moi, Nathalie. Non, je t'en prie, Marine, vas-y. Mais après, parfois, moi, je me dis toujours, en fait, certains jeunes, on peut aussi leur rappeler le cadre. Moi, j'ai 3 jeunes dans une classe qui voulaient pas faire de chef-d'œuvre et qui voulaient pas s'investir. Bah, nous, on a rappelé le cadre, on a essayé d'accompagner, on leur donne des outils, on essaye de les motiver, de les faire travailler, puis après, qu'ils prennent conscience que bah, c'est à eux de faire. Maintenant, s'ils veulent pas faire, on peut très bien aussi rappeler le cadre et leur dire, bah, OK, ben, si tu veux, tu fais rien. Mais après, ils vont être vite rattrapés puisqu'il y a l'oral à préparer, il y a des choses à produire. Et moi, je vois ces jeunes-là qui n'étaient pas du tout motivés, bah, on les a laissés. Voilà, ils ont vu que tout le monde produisait et eux rien. Et à la fin, bah, ils se sont motivés. Ok. Ils sont rentrés dans le cadre et. Oui, il y a un effet de groupe. Ça, c'est vrai. Aline, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe à la question? Oui, alors je confirme effectivement qu'il y a l'émulation de groupe et puis la notion effectivement de transversalité, comme tu l'évoquais, parce qu'effectivement, même si un élève est dans une filière qui n'est pas celle qu'il apprécie le plus, il va développer des compétences qui seront de toute façon utiles quel que soit le métier. Rien que l'idée déjà de projet, de faire un planning, d'avoir des buts, des échéances organisées, coopérer avec ses collègues, avec les autres élèves pour pouvoir avancer, c'est de toute façon des compétences que quelle que soit la filière professionnelle, on en a besoin. Donc ça, c'est important de le souligner à l'élève. D'accord, j'ai bien compris que c'était pas ce métier-là que tu voulais faire et que tu es là par défaut. Mais de toute façon, là, si tu apprends ça, de toute façon, dans ta vie privée comme dans une autre vie professionnelle, ce seront des compétences qui te seront utiles. On voit bien le défi, effectivement, hein, de décentrer les choses et d'essayer d'apporter le regard transversal. Tout à fait. Si on fait le constat, et on en parlait avec mes collègues qui, je vois leur nom dans le chat, on faisait le constat qu'on a plein d'élèves, par exemple, qui vont choisir une filière et quand on fait le suivi de cohorte 5 ou 10 ans après, ils sont plus du tout dans cette filière. Donc, il faut l'aspect professionnel, bien évidemment, je vais pas le renier, hein, mais pas que. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le chef-d'œuvre, c'est pas que ça, c'est développer des compétences professionnelles, certes, mais c'est développer d'autres compétences qui seront effectivement exploitées dans d'autres domaines, dans d'autres filières, dans d'autres qui sont transverses. Qui sont transverses. Et ça, c'est essentiel. Mesdames, je vais juste, je regarde l'heure défiler. J'aimerais bien qu'on passe à la question de l'oral. Comment on prépare les élèves et tous ces élèves à l'oral? Qui aurait envie de commencer? Alors là, moi, j'interviens pas sur l'oral chef-d'œuvre, mais dans l'oral lettres et dans l'idée, c'est qu'effectivement, on peut pas tous les faire passer. Si on a des classes avec des effectifs conséquents, hein, puisqu'on peut avoir des effectifs jusqu'à 30, voire au-delà dans certaines filières. Moi, je fonctionne en fait où les élèves se mettent en îlot, ils passent devant les uns les autres et ils sont filmés. Hein, donc, c'est-à-dire qu'ils sont filmés avec leur propre téléphone portable. Comme ça évite effectivement tout problème. Donc, il y a une élève qui passe, sa copine la filme, et puis ils sont coachs mutuellement l'un de l'autre. Et en même temps, après, ils regardent, ils visionnent, ils s'auto-positionnent, ils s'auto-évaluent, ils voient effectivement ce qui fonctionne, il ne fonctionne pas. Et puis, bien évidemment, les notions d'oral sont abordées au préalable, donc sur le ton, le volume, la diction, etc. Et puis après, bien évidemment, tout ce qui est dans le fond, hein, c'est-à-dire j'ai oublié de dire ça, ou voilà, les différents éléments qui devaient normalement être évoqués, qui sont normalement attendus lors de l'oral et qui n'y sont pas. Donc, c'est une technique, effectivement, pour pouvoir travailler l'oral et aussi le travailler sur du temps long, parce que là, c'est pareil, hein, c'est pas en un seul essai que l'élève peut faire une prestation de qualité. Donc, c'est multiplier toutes les expériences.
Et donc, du coup, Mmh. c'est chef-d'œuvre, mais pas que. C'est-à-dire que là, je vais prendre Et ma oui. casquette de prof de lettres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, essayer de faire parler les élèves le plus possible à l'oral. Même si tu es timide, vas-y, à ta mesure, essaye. Donc, c'est Mmh. un petit bout et puis progressivement, bah, on allonge et on progresse. L'élève se sent progresser, donc forcément, il gagne en confiance et il y va. Donc ça, je pense que c'est l'essentiel pour pouvoir les préparer à l'oral et de tous les faire travailler, même si effectivement, sont nombreux dans l'effectif. Mais Mmh. Marine, vas-y. Mais, c'est vrai que, pour moi en tout cas, par rapport au travail de l'oral, donc moi qui ai vécu les jurys, l'année dernière, c'est vrai que c'est très important de le préparer tout au long. Je suis vraiment d'accord avec toi Aline, et c'est vrai que pour ça, par exemple, durant chaque, séance de chef-d'œuvre, moi par exemple, j'essaye de, faire en sorte qu'un membre de l'équipe, parle. Donc ça peut être par exemple, on a vu ce que c'était qu'un pitch et puis là, ils vont parler sous forme de pitch. Ou alors, par exemple, ils vont devoir animer une réunion, de leur équipe et là, en fait, à tour de rôle, à chaque, heure de chef-d'œuvre et ben, ça va tourner, donc il y a une personne qui prendra la parole, au chef-d'œuvre là et la prochaine, la semaine, d'après, c'est la personne une autre personne qui prendra la parole et c'est vrai que par des exercices comme ça variés, enfin qui permettent de les mettre en action, et parce qu'en fait, bien souvent, on leur dit: «Ben, tu vas faire un exposé ou tu vas passer à l'oral», mais on leur explique pas comment, Mmh. se positionner, comment s'exprimer, publiquement, de face à un groupe ou face à un grand groupe et ça, c'est très important de pouvoir les former à ça. Donc moi, c'est vrai que je trouve que ce qui est important, c'est à la fois de leur permettre, comme tu disais Aline, qu'ils aient des moments de passage, enfin avec différents outils, hein, pour préparer cette oral et qu'on les forme aussi, qu'on leur apporte un petit peu de contenu aussi sur ça, sur, comment, un oral de chef-d'œuvre, qu'est-ce qu'on attend? Par exemple, sur la fiche d'évaluation, on a des critères, bah, pourquoi ne pas les travailler avec eux? Mmh. C'est-à-dire, on a, par équipe la fiche d'évaluation et l'année dernière, nous, on leur avait donné et on leur avait dit: «Bon, bah, voilà, il y en a un qui passe, vous regardez la fiche et vous Mmh. dites qu'est-ce que vous en pensez?» Ça permettait, voilà, de bien comprendre les critères, qu'est-ce qui était attendu pour l'oral. Les attendus, Au effectivement. Aussi, ce que je voulais rajouter, c'est par rapport à l'oral, comme en fait, on place de plus en plus les élèves dans une pédagogie actionnelle, donc de projets en fait où ils sont au cœur des choix qu'ils vont faire, ça les responsabilise, ça les met en action. Donc par exemple, je pense à des projets qu'on fait en anglais, organiser la semaine des goûts. Bah, ils vont devoir prendre contact avec les professionnels, et que ce soit le personnel encadrant, éducatif. Donc ils apprennent à écrire un mail, ils apprennent à prendre contact, dans les bonnes et due formes. Donc déjà, ils sont dans l'action, Mmh. en fait, qui les responsabilise et qui vont pouvoir ensuite utiliser pour le chef-d'œuvre. D'où et aussi la prise de parole et c'est vrai sur des classes, nombreuses, ils n'ont pas assez d'occasions pour prendre la parole, chacun leur tour et c'est vrai que les mettre en binôme, en trinôme et se raconter mutuellement leurs projets et voir ce qui peut manquer à l'un ou l'autre, c'est ce qui leur permet en fait Mmh. de tout de suite prendre confiance. Et puis d'ailleurs, ne pas hésiter à travailler enfin le chef-d'œuvre, c'est on peut aussi, bah, comme en projet, travailler avec des partenaires extérieurs et donc on peut imaginer, par exemple, travailler, avec une troupe de théâtre qui du coup, travaillerait sur la prise de parole en public et donc pour le coup, il y aurait 2 séances sur ça avec cette troupe, par exemple et enfin, c'est vrai que faut pas oublier que dans le chef-d'œuvre, on peut travailler, avec des entreprises, avec Mmh. des associations culturelles, et donc on peut aussi, bah, travailler autrement, aussi grâce à eux. On sent, ça ouvre, hein? Ça ouvre sur beaucoup de choses. Aline, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose sur Bah, cette juste question? par rapport à ce que la collègue vient d'expliquer, c'est qu'effectivement, ce qui est bien, c'est de pas être sur un projet uniquement fermé au sein du lycée. C'est bien Mmh. aussi de faire venir, le monde de l'entreprise dans l'établissement. Voilà, on ne doit pas vivre comme ça sur Mmh. nous-mêmes, hein. L'idée, c'est effectivement de s'ouvrir au monde professionnel puisque de toute façon, c'est leur orientation Oui. dans les années à venir. Donc effectivement, avoir d'autres partenaires, c'est intéressant et puis, en plus, les extérieurs, ils les voient de manière différente qu'un enseignant, Mmh. hein.
un extérieur va dire la même chose que nous, mais ça sera l'extérieur qui aura raison. Donc, donc c'est Faut ça ça aussi. profiter de Voilà, de voilà, ces énergies-là, Cette effectivement. énergie-là, et effectivement, ça leur donne des opportunités. Ça leur donne des Mmh. opportunités de découvrir des lieux qu'ils ne connaissent pas, Mmh. même à l'intérieur du métier en lui-même, des choses qu'ils ne connaissaient pas avant non plus. Je reprends l'exemple de mes coiffeurs. Ils vont aller observer des professionnels de la coiffure dans le monde du spectacle pour voir comment ça se Mmh. passe lors d'un spectacle. Ils Mmh. vont voir les coulisses justement de toutes ces coiffures qui sont réalisées parfois en un temps record, hein. Mmh. Et par exemple, moi, ça me fait penser au projet musique, avec les Bac Pro Accueil. Ils vont créer un événementiel l'année prochaine, en musique et danse et pour le coup, ils vont aller à un vrai spectacle de danse et voir un petit peu, les coulisses, pour voir comment, on Mmh. fait pour accueillir, lors d'un événementiel et cetera, donc c'est hyper riche pour le coup, pour eux, pour des jeunes, des fois, qui vont pas forcément dans ces lieux-là aussi. Mmh. Tout à fait. Si vous voulez bien, on avance. Allez, il nous reste un quart d'heure. La question 4, qui était celle de qu'est-ce qu'on fait si le chef-d'œuvre n'aboutit pas? Je pense que vous y avez répondu juste avant, sauf erreur de ma part. Mmh. Il y a la question de l'implication de l'équipe pédagogique. Qui aurait envie de parler de cette thématique? Comment on fait équipe en tant qu'enseignant autour du chef-d'œuvre? Alors justement, c'est là où je peux, apporter le témoignage de mes collègues qui disaient que c'est vraiment parfois pas évident du tout. Ça l'est Mmh. pas en co-intervention et ça l'est pas en chef-d'œuvre où effectivement on pose la question de l'implication, on va dire équitable, entre chacun des professeurs, entre chacun des intervenants et des élèves et de se répartir un travail équitable. Parce que pour suivre les élèves, pour suivre leur projet, on essaie d'impliquer le plus de personnes possible et c'est vraiment pas évident Mmh. je pense, de trouver, quelque chose d'équitable et qui marche. Je pense que c'est la chose la plus dure et qui fait que certains laissent tomber l'idée du chef-d'œuvre même enfin, ou même Mmh. de participer au chef-d'œuvre parce qu'ils ont peur de devoir tout se taper Et pour qu'est-ce qui cadre du coup, Aline ou Marine, cette implication, enseignante dans le chef-d'œuvre? Après, c'est vrai que je pense que ça dépend, des établissements, toujours, D'accord. de leur fonctionnement, des équipes. On a des équipes qui fonctionnent très, très bien ensemble et qui, savent collaborer ensemble et qui savent, voilà, sur, tout ce qui est projet, qui ont déjà travaillé ensemble, donc voilà. Et puis Mmh. quand au final, parfois on est aussi dans des équipes où parfois la communication n'est pas simple. Voilà, on a au c'est pas forcément Mmh. toujours simple. Par contre, ce qui peut cadrer, enfin pour être sur 2 établissements, c'est vrai qu'il y a donc des fois des réunions d'équipe, qui peuvent aider à nous rencontrer et à poser les choses. Par exemple, tout simplement parler de nos difficultés durant le chef-d'œuvre, Mmh. Mmh. pouvoir, trouver des solutions ensemble, essayer de mutualiser des outils. C'est vrai que la mutualisation, des outils, par exemple, sur le cahier de bord, ou sur, d'autres outils qu'on peut utiliser, là, je voyais, on avait des collègues qui, utilisaient, en fait, elles avaient créé un outil où chaque, élève avait un rôle et en fait, en échangeant avec elles, elles nous ont partagé l'outil. Du coup, c'était super intéressant. Ça nous a permis de rajouter des choses Mmh. dans l'animation du chef-d'œuvre. Donc je pense que, voilà, il faut peut-être avoir des temps de rencontre et on a aussi, certaines directions qui formalisent, hein. Enfin moi, par exemple, il y a un établissement où eux, ils formalisent tout. C'est-à-dire qu'on a des fiches projets à remplir, Mmh. où on doit s'organiser, où on doit prévoir, en fait, qui va faire quoi et qu'est-ce qu'on va mettre, comme contenu, même si les élèves vont aussi, choisir, hein, et donner leurs idées. Mais il y a des fiches projets qui existent, avec des temps de réunion, d'équipe, qui sont vraiment formalisés, quoi. Mmh. Et je vois apparaître dans le chat et je pense que c'est important. Aline, bien sûr, je te laisserai compléter. Mais il y a Christine qui soulève le fait que du coup, vous avez perdu aussi du temps par matière, enfin, de ce que je comprends. Donc, et pas de programme. Donc, j'imagine qu'il y a quelque chose à dénouer là qui ne doit pas être simple non plus en équipe.
Aline, est-ce que tu veux Bah, ajouter quelque oui, chose? alors deux choses hein, par rapport effectivement à ça. Dans les expériences que j'ai pu voir, je trouvais intéressant dans un établissement où les collègues avaient fait effectivement un drive où il y avait tout l'historique du chef-d'œuvre et c'était complété par les élèves. On l'avait évoqué tout à l'heure. Ça peut être sous forme de Padlet ou ça peut être sous forme de Framapad. Enfin, tous les supports peuvent être pertinents. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est qu'après les élèves aillent aussi à la rencontre des enseignants et là, demander. Mmh. C'est-à-dire que là, moi, j'ai un professeur stagiaire qui me disait, bah, les élèves sont venus me voir et ils m'ont dit, bah, monsieur, on aurait besoin de vous parce qu'effectivement, il nous faudrait qu'on travaille ça. Et bah, il n'y a qu'avec vous qu'on peut le faire. Donc, je pense que c'est Mmh. intéressant aussi que ça soit bien sûr un travail d'équipe, mais comme les collègues l'ont expliqué et on le voit dans le chat, bah, travail d'équipe, c'est un peu compliqué. On a nos emplois du temps qui se croisent, etc. Et c'est aussi chronophage, hein, donc effectivement, on peut pas être dans la réunionnite aiguë non plus constamment, mais c'est bien qu'à un moment donné, on soit bah, sollicité par les élèves. Alors peut-être que ça leur a été soufflé par un enseignant qui leur a dit, bah, la seule personne qui peut vous aider pour faire ça, c'est telle Mmh. personne. Et puis après, comme je l'ai expliqué, c'est aussi on est des enseignants avec une discipline, avec des compétences professionnelles, mais avec aussi des centres d'intérêt personnels. Et donc, il y a un collègue qui me disait, bah, moi, mes élèves, ils savaient que j'étais passionnée par la peinture, que chez moi, je peins, alors que c'est un collègue de lettres histoire. Vous voyez, donc a priori, on pourrait dire Mmh. pas forcément dans ses compétences, mais si, bah, voilà, il avait fait part de ça et les élèves avaient dit, ouais, ça serait bien, monsieur, que vous interveniez aussi par rapport à cet aspect-là. Donc, c'est intéressant aussi peut-être que on soit dans le chef-d'œuvre, pas uniquement sur une notion que professionnelle, mais qu'on puisse aussi montrer aux élèves que, à côté d'être prof, eh ben, on peut développer d'autres compétences, comme eux, à côté de telle discipline, ils peuvent aussi développer d'autres Mmh. compétences. Je pense que Bah, c'est important. si on parle de compétences transverses, C'est ça. effectivement, nous, en tant qu'enseignants, on a des compétences transverses et on a des centres d'intérêt, qui vont au-delà de la pédagogie. Ça peut être l'unique centre d'intérêt, mais on peut aussi avoir Voilà, d'autres centres d'intérêt. c'est ça. Alexandra, tu voudrais ajouter quelque chose, par rapport à ça? Bah, la chose que je pensais, c'est que bon, avec ma tutrice, on participe justement à l'élaboration d'un chef-d'œuvre. Et ce qui est compliqué avec pour elle, par exemple, c'est les créneaux. Parce que les créneaux entre la matière professionnelle et la matière générale sont souvent pas les mêmes. Donc, par exemple, elle va participer sur une partie du chef-d'œuvre et à chaque fois que les élèves auraient une question plus technique, ils doivent attendre de pouvoir la poser, Mmh. ils doivent donc du coup, c'est quelque chose qui s'étend sur la longueur et qui du coup prend effectivement, pour reprendre Mmh. le questionnement de Christine, pardon, qui prend sur les heures, on va dire, du Mmh. programme en lui-même. Parce que Ouais. c'est une chose qui du coup est stressante pour les élèves puisqu'ils sont notés Mmh. sur ça Bien sûr. et ils veulent avancer. Et du coup, en fait, on prend sur, c'est comme pour la valence d'anglais, on est aussi censé faire des lettres parce qu'on n'a pas d'heure de lettres. C'est la même Mmh. chose quelque part. Mmh. C'est qu'on doit prendre sur nos heures pour pouvoir avancer parce qu'il y a pas assez de temps. Et ça, c'est D'accord. vraiment la plus grosse problématique. Super. J'ajouterais, moi, la problématique, c'est qu'on, voilà, par rapport à ce qui me concerne dans ma discipline, on s'éparpille, vous voyez? C'est-à-dire Ouais. qu'entre Mmh. les heures de lettres, les heures de co-intervention, les heures Mmh de mh. chef-d'œuvre éventuellement, les heures d'AP, bah, à un moment donné, c'est pour ça que moi, j'explique aux élèves, on est sur une annualisation. C'est-à-dire qu'effectivement, je dois faire autant d'heures dans l'année, mais peut-être que je vais faire tout ça d'un bloc et puis ensuite, ben, on n'en fera pas pendant un certain temps, on va passer par autre chose parce que si effectivement on est sur un temps trop long, on les perd, ils s'épuisent effectivement, ça perd son sens alors qu'effectivement, on est à un moment donné sur une phase importante, on y va, on mobilise tout notre temps et toute notre énergie sur cet objectif-là et puis ensuite, effectivement, ça peut laisser de côté pour donner des cours, voilà, avancer dans notre programme, hein. Mais indirectement, on peut toujours essayer de lier l'ensemble. Enfin, moi, je pense que c'est important de toujours avoir dans un petit coin l'aspect disciplinaire avec avec le chef-d'œuvre, avec la co-intervention. De toute façon, co-intervention, c'est prévu. Donc, mais dans le chef-d'œuvre, bon, pas en histoire géo, je le reconnais, mais en lettres, les élèves font forcément des lettres à un moment donné, aussi bien dans la phase écrite que dans la phase orale, hein.
Il y a une question qu'on ne s'était pas posée en préparant le live, mais moi qui me vient, et j'aimerais bien que vous partagiez l'expérience de vos élèves et que vous nous disiez ce qu'ils, depuis ces 3 ans, ces 3 premières années de chef-d'œuvre, qu'est-ce qu'ils disent de cette épreuve et qu'est-ce qu'ils disent de ce cheminement. Marine, tu veux commencer? Bah, après, je dirais que ça dépend vraiment des filières. C'est vrai qu'en électricité, on est vraiment sur de la réalisation technique et il y a souvent vraiment des belles fiertés, vraiment des jeunes qui, voilà, on se sont essayés, on réfléchit, et quand ils voient leur idée émerger, et se produire concrètement, voilà, il y a beaucoup de fierté. Puis l'évolution aussi durant le projet. Au niveau du travail d'équipe, mais aussi au niveau de, justement d'être à l'oral. C'est vrai que quand, moi j'ai vu en jury d'examen de chef-d'œuvre, c'était vraiment, des jeunes des fois qu'on n'entendait pas beaucoup et là qui se révélaient durant l'oral. C'était vraiment bien de voir l'évolution de ces jeunes-là sur ça, sur comment en fait ils pouvaient analyser. Qu'est-ce qu'ils en faisaient du chef-d'œuvre après? Quel lien ils faisaient avec leur futur métier? Ou en tout cas, qu'est-ce qu'ils en ressortaient? La partie analyse sur certains jeunes, c'était hyper riche. Ok. D'autres retours d'expérience, Alexandra? Oui, ça fait sourire en fait de les voir vraiment s'ouvrir quand on voit des élèves plutôt timides et qui là sont passionnés par ce qu'ils font, parce qu'ils ont choisi. Et ça, c'est quand ils ont choisi cette voie-là. Je pense qu'il y a peut-être des filières où ça paraît plus facile entre guillemets pour les élèves de se projeter dans une réalisation. Mais parfois c'est vrai qu'il y a certains élèves qui sont désabusés parce que ils voient pas comment le faire, qu'ils n'ont pas encore assez de recul, surtout au tout début de l'année, qui disent mais je sais pas du tout, qui n'ont pas assez de recul ou de connaissances en fait pour se projeter. Et c'est l'accompagnement qui est du coup le plus intéressant et de les voir évoluer au fur et à mesure. Mais là, on voit bien, j'imagine, la confiance que doit avoir l'enseignant, enfin l'accompagnateur, le tuteur, mentor qui accompagne et qui dit non, non, mais j'ai confiance en toi et puis j'ai confiance dans le processus finalement. Et faire confiance à ce processus. Et ça, c'est, j'imagine, un sacré défi. Aline, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Une expérience justement en jury, un élève allophone. Et en fait, on imagine bien tous les progrès qu'il a pu réaliser pour pouvoir venir nous exposer son projet, l'aboutissement de son projet. Et là, clairement, c'était magnifique, quoi, parce qu'effectivement, on voyait bien évidemment qu'il était parti de plus loin, mais néanmoins, il vendait ça vraiment avec une grande fierté. Il y avait les yeux qui pétillaient parce qu'effectivement, on imaginait bien toute la démarche et tout le travail qu'il y avait derrière, hein. Donc, c'était un élève de CAP où ils avaient fait une carte des cocktails du monde. Et donc, lui, il faisait un cocktail à base de whisky. Donc, il savait pas ce que c'était de whisky parce qu'il y avait pas ça dans son pays. Et puis, il a expliqué après la prohibition. Enfin, voilà. Et en fait, on imagine bien toute la culture qu'il a pu assimiler et puis et une fierté de présenter effectivement son cocktail, quoi. Donc, effectivement, moi, je pense que c'est important. Enfin, bon, c'est un peu ma façon de fonctionner, mais de les valoriser et de leur dire stop, on fait un point. Regarde déjà tout le chemin parcouru. Alors certes, il t'en reste encore peut-être beaucoup à parcourir jusqu'à l'aboutissement du chef-d'œuvre, mais sois fier déjà de là où tu en es et puis apprécie, quoi, voilà. Et vous avez l'impression justement que le chef-d'œuvre est un support nouveau, en tout cas novateur dans la possibilité d'accompagner vos élèves, enfin vos jeunes, sur la prise de conscience de leurs compétences? Est-ce que ça existe? Ce que je veux dire, c'est est-ce que vous aviez ces opportunités-là avant le chef-d'œuvre? Alors, pour le coup, c'est pas pour Alexandra, parce que du coup, mais c'est de l'expérience, oui. voilà, Aline et Marine, est-ce que vous avez l'impression qu'avant l'émergence du chef-d'œuvre, vous aviez ces opportunités-là? Ou est-ce que c'est une nouvelle opportunité? Moi, c'est vrai qu'avant, j'ai toujours monté des projets. Donc, c'est vrai que sur le chef-d'œuvre, ça changeait pas trop puisque j'ai toujours été là-dedans. Mais par contre, le fait de pouvoir leur permettre justement de se poser
et de faire ressortir ce qu'ils ont appris de ce chef-d'œuvre-là, j'avais pas forcément le temps. Souvent, et là, on l'a quand même. On l'a, et puis en plus, on a du temps dégagé parce que c'est vrai que moi, quand je montais des projets avec des collègues, voilà, c'était souvent beaucoup de temps personnel, des temps en dehors des cours, des temps sur le midi, enfin voilà. Alors que là, on a quand même du temps formalisé où on peut faire du projet avec eux et où on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur parce qu'on a quand même une grande liberté et on peut partir de leurs envies, on peut partir aussi de nos envies. Et c'est ça aussi qui est hyper motivant aussi parce que faut partir sur des choses qui nous motivent. Et c'est vrai qu'au niveau des jeunes, faut aussi aller dans leur monde à eux parce qu'en fait, on a tous un monde, voilà, on a tous des envies, on a tous des motivations. Tous les jeunes ont des choses qu'ils aiment faire. Moi, ça me rappelle toujours des élèves là qui sont à fond sur leur portable. Et ben nous, on les avait formés à tout ce qui était marketing digital. Elles étaient super fières parce qu'en fait, elles étaient tout le temps sur Instagram, mais elles voyaient pas l'envers du décor. Quand elles ont compris que derrière, voilà, en fait, on pouvait pas tout écrire et puis comment le faire, etc., qu'il y avait des manières de le faire. En fait, elles étaient un petit peu plus, elles étaient encore plus fières de savoir comment ça fonctionnait sur l'envers du décor, quoi. Mais du coup, Marine, tu soulèves quelque chose. On sent chez vous, hein, chez les unes et chez les autres, beaucoup de motivation et d'implication dans cette pédagogie de projet. Mais il y a certains témoignages, et notamment de Christine, qui dit qu'elle a été jurée et qu'elle a senti qu'elle avait des élèves qui n'avaient pas été accompagnés. Et donc là, on peut imaginer que ça tombe un peu à côté. Alors moi, je voudrais justement ajouter par rapport à ces 2 éléments-là, il y a un collègue qui parle du PPCP. Donc effectivement, en tant que l'ancienne de l'émission, on avait effectivement du PPCP dans l'emploi du temps avec des collègues. Donc effectivement, ça pourrait être une ressemblance, mis à part que le PPCP, on aboutissait ou pas, il n'y avait pas de caractère d'évaluation, hein, il n'y avait pas d'évaluation sommative et certificative là pour le coup, pour employer les termes exacts par rapport au projet. Donc, on pouvait être plus ou moins ambitieux. Là, quelque part, effectivement, ça peut donner cette contrainte. Mais c'est à la fois c'est à la fois lever de motivation, c'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, les élèves comme les enseignants, dans la mesure où c'est une épreuve à présenter, on se doit tous de s'impliquer pour réussir. Alors après, dans le chat, je vois également effectivement, j'ai vu effectivement malheureusement des candidats qui se présentaient avec peu ou prou de préparation et de formation, ne connaissant pas forcément bien les modalités d'évaluation. Et voilà, et c'est là où c'est dommage. Et c'est de notre responsabilité d'enseignants de les accompagner pour faire en sorte que lorsqu'ils sont lors de leur présentation orale, ils puissent présenter un projet abouti et réussi, quoi. Parce que c'est vrai que ça repose quand même sur la motivation aussi de l'enseignant de booster sa classe. Et puis, ça demande aussi peut-être de ne pas hésiter à se former. Parce qu'en fait, des fois, moi, j'ai beaucoup de collègues qui me disaient ouais, mais je sais pas quoi y mettre dans le chef-d'œuvre ou je suis déstabilisée parce que moi, je suis prof de vente et par exemple, voilà, moi, je sais pas trop comment faire à l'intérieur de ce chef-d'œuvre. Donc, peut-être ne pas hésiter à se former. Il y a par exemple un parcours magistère qui existe sur la réforme de la voie professionnelle. Et à l'intérieur de ce parcours magistère, il y a le chef-d'œuvre. Il y a aussi une formation même sur PAF, je crois qu'il y a quelque chose même sur PAF, hein, sur le chef-d'œuvre. Et il faut pas hésiter aussi à aller voir les collègues qui en ont fait. Et puis on a des documents d'accompagnement d'ailleurs. Il y a une plateforme, hein, il me semble, la plateforme Brio qui mutualise les projets de chef-d'œuvre. Je l'ai vu apparaître tout à l'heure dans le chat et je sais que j'ai rencontré les partenaires du ministère sur Educatis, et ils ont présenté la plateforme. Et on voit bien qu'il y a un espace, justement parce qu'on peut ne pas être créatif et avoir des idées. Ça ne fait que 3 ans. Et donc, ça demande à nous acculturer aussi à cette idée d'aller chercher ailleurs que dans la voie purement technique ou professionnelle. Ouais, parce que c'est vrai que ce chef-d'œuvre-là, ça nous demande à la fois d'avoir une connaissance sur la méthodologie de projet, ça nous demande aussi à la fois de savoir aussi qu'est-ce qui accompagnait
au final, Mmh. parce qu'accompagner, Tout à ça fait. s'apprend aussi. Mmh. Enfin voilà, ça demande aussi en effet, hein, on nous demande, énormément aussi, hein, en tant qu'enseignant, mais peut-être que parfois on peut, aller se former ou échanger en tout cas entre collègues et ne pas hésiter, bah, comme tu disais par exemple tout à l'heure, à mettre par exemple un drive, ne serait-ce qu'avec Mmh. l'outil pour ne pas tout refaire et avoir, enfin voilà, plus on mutualisera ensemble des outils, même d'animation de ces séances-là, plus, bah, on pourra aussi, arriver à les porter ces jeunes, je pense. Oui, oui, alors on voit bien et je l'identifie, chez vous, hein, chez chacune de vous, l'envie et la capacité à se laisser aller à cette expérience, cette nouvelle expérience et en tout cas, de vous lancer. Voilà, d'oser vous lancer. Il est 18, j'ai toujours une promesse d'essayer de ne pas, trop dépasser, l'horaire. Est-ce que vous voulez bien qu'on termine par, essayer de récapituler un peu les piliers de ce chef-d'œuvre? Alors je ne sais pas, laquelle de vous avait mis ça sur, le document de préparation? Je trouve que c'est une jolie synthèse. Alors qui aurait envie, de se lancer? Alors allez. Est-ce que c'est Marine, Aline qui avait, écrit, ces piliers, du chef-d'œuvre? Bah, je pense que c'était, collaboratif, hein, je pense. Très bien. Alors allons-y. Laisse-nous ça chrono. Voilà, voilà. Super, très bien. Alors allons-y, j'en ai 5. Donc, donc effectivement, il y a la pédagogie de projet, on l'a évoqué, hein, donc là, une démarche pluridisciplinaire et collaborative. Je vais Super. laisser du coup mes collègues donner d'autres Ben oui, très bien. voilà. Alexandra? Pour moi, c'est vraiment, un des piliers, c'est la bienveillance et l'exigence, de l'enseignant. On ne répétera jamais assez que le cadre est important. Il faut être à la fois accompagnateur, et une personne ressource. Merci Alexandra. Marine, un autre pilier? Bah, du coup, ne pas hésiter, à travailler ensemble pour planifier, organiser, parce qu'en fait, dans le chef-d'œuvre, on peut y mettre aussi du contenu, et donc peut-être, voilà, ne pas hésiter à penser ensemble avec les enseignants de matière générale et les enseignants de matière professionnelle et les partenaires extérieurs, à penser ensemble qu'est-ce qu'on peut aussi, apporter à nos élèves pour les former, à leur futur métier, quoi. Donc moi, Oui. j'ajouterais, les compétences transversales, hein, j'en ai beaucoup parlé, durant ici l'émission. Donc effectivement, les compétences transversales à développer, à évaluer, pour effectivement, leur permettre, de grandir, au-delà du champ scolaire. Et on a, je refais de la pub pour nos mini parcours sur les compétences psychosociales, dont Julia a mis le lien, dans le chat. Allez Alexandra, le dernier pilier? Le dernier pilier, la planification, l'organisation de la co-intervention. Donc ça, je tiens quand même à rappeler que la co-intervention et le chef-d'œuvre, c'est vraiment 2 choses différentes. Mais oui, la planification et l'organisation des 2 est importante et de pouvoir, bien s'organiser avec ses collègues. C'est pas toujours évident, mais pour, on va dire, quelque chose de logique et de sain, c'est important. Et il y en avait un dernier sur la place du professeur d'enseignement général en co-intervention, avec le professeur en enseignement professionnel. Oui. Oui. Ça marche? Ça marche. On a fait un joli tour. Moi, merci de m'avoir emmenée, dans cet univers. Je vous disais en off, avant le début de l'émission, que c'est un univers que je découvrirais bien et c'est vrai que cet univers du chef-d'œuvre, on voit tout le potentiel. Alors, ça nécessite une acculturation de notre part, une acculturation, de nos élèves, mais un joli défi, en tout cas. Et merci d'avoir, partagé, avec nous, tout votre expérience et votre enthousiasme en ces périodes un peu moroses, merci. Voilà, merci beaucoup.